Alors, la situation aujourd'hui est extrêmement paradoxale. Premièrement, je vous ai décrit aujourd'hui un des mystères de la physique quantique. C'est l'affaire du champ Schrödinger. Mais depuis cette époque, d'autres mystères sont apparus. Par exemple, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on a un ensemble de particules identiques? Et on a découvert l'intrication quantique. Autre mystère. L'intrication quantique a un étrange comportement, vraiment très étrange. Imaginons un atome qui lâche simultanément deux photons en même temps. Un qui va par là et l'autre qui va par là. C'est possible? Bien sûr. Ah oui, bien sûr. C'est comme ça qu'on a découvert l'intrication entre photons. J'ai jamais compris l'intrication. Bah, tu as compris aussi, plutôt. C'est un problème à cause de la conservation de la quantité du mouvement. Je vous ai décrit tout à l'heure, il y a quelques instants, la polarisation de la lumière. Hein, c'est cette image-là. Je reviens un petit peu dessus pour vous laisser des idées. Vous voyez? Vous vous rappelez de ça? Hein? Oui. Bon. Donc, lorsque l'on est en polarisation plane, voilà, on dit que la lumière est polarisée, lorsqu'une onde lumineuse sinusoïdale se propage, bien sûr, sinusoïdale, elle peut se propager selon l'un des modes qui sont décrits ici. Je m'intéresse au premier. Si la vibration est comme ça, on va dire que le spin est plus 1. Si la vibration est dans l'autre sens, est perpendiculaire, je veux dire que le spin est moins 1. Plus 1, moins 1. Plus 1, moins 1. Lorsqu'un atome crache en même temps deux photons, il y en a un qui a son spin plus 1 et l'autre qui a le spin moins 1. Mais, tant qu'on n'a pas capté les photons avec un appareil, on ne sait pas comment est le spin d'un photon donné. Pour connaître le spin d'un photon, il faut le capturer et puis mesurer son spin. C'est-à-dire savoir dans quelle direction l'on se propage, comme ça ou comme ça. Mais le problème, le mystère est le suivant. Si le photon de droite est mesuré comme ça, automatiquement le photon de gauche est mesuré comme ça. Ah, il y a un truc que je ne comprends pas. Tu dis comme ça, et puis tu as dit comme ça aussi. Alors, dans un cas, c'est parallèle ou antiparallèle, et dans l'autre cas, c'est perpendiculaire. Juste avant que tu arrives, c'est deux trucs différents. J'ai donné la Ils réponse. gardent la polarisation. J'ai donné la réponse juste avant que tu arrives. C'est pour ça que tu as un petit souci de compréhension. La vibration lumineuse est... je perds le mot là. Pourtant j'ai dit tout à l'heure, mais... Polarisée. Est polarisée. Voilà. C'est-à-dire que la direction de vibration est perpendiculaire à la direction de propagation. Si ça c'est la direction de propagation, la direction des vibrations elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça. Ouais. Donc la flèche qui représente le champ électrique qui vibre, ou bien elle fait un va-et-vient comme ça, ou bien elle tourne en rond autour de la direction de propagation. Mais que ce soit un cas ou que ce soit l'autre, j'avais préparé tout à l'heure. Voilà. Une direction perpendiculaire. Alors, voilà. Imaginons que la lumière se propage vers vous. Comme ça, vous pouvez voir le phénomène. La lumière se propage par là. Le champ vibre comme ça ou comme ça. Okay. Voilà. Vous voyez, hein, c'est ça qu'on appelle le spin. Voilà. C'est à ce phénomène qu'on attribue un spin au photon. C'est pour cette raison-là. Alors disons pour faire beaucoup plus simple, que tout le monde comprenne, même si c'est un petit peu faux sur le scientifiquement un petit peu en marge de la rigueur, peu importe. Disons que le spin est plus 1 s'il tombe comme ça, et moins 1 s'il tombe dans l'autre sens. Voilà. Je pense que ce sera plus clair pour tout le monde. Alors, reprenons le cas d'un atome qui crache en même temps deux photons. Un qui va vers vous, et l'autre qui va par là. Cracher en même temps. Si un photon vibre comme ça, l'autre photon vibre dans l'autre sens. Pourquoi? Tant que le photon n'est pas produit, il n'y a pas de vibration. Donc,
l'addition de la vibration de ce photon-là et de ce photon-là doit encore donner 0 vibration. C'est pour ça qu'on admet que s'il y en a un qui vibre comme ça, l'autre vibre en tournant dans l'autre sens. Bien. Alors, le problème mystère, il est suivant. Imaginons qu'à 1 km de l'atome cracheur, on installe un détecteur par là et un autre détecteur 1 km par là. Si le détecteur qui est par là démontre que la vibration est comme ça, et si en même temps, avec le détecteur, on mesure le sens de spin, et bien l'autre détecteur, avec une probabilité de 1, va dire il tourne comme ça. C'est-à-dire en sens opposé. Mais c'est vraiment un mystère. Parce que c'est vrai, quelle que soit la distance qui sépare les deux détecteurs. Que ce soit 1 mètre, 100 mètres, 1 kilomètre ou une année-lumière. C'est pas ça c'est pas choquant. Le paradoxe, c'est que si on modifie d'une façon ou d'une autre, alors tu vas y arriver, ok, d'accord. Non, vas-y, continue. Le spin d'un électron, bon, c'est normal qu'il ait des spins opposés, c'est la conservation du quantité de mouvement, etc. Bon. J'ai pas le temps de... Non, je veux dire, il n'y a pas de raison qu'il change en cours de route. Si l'un est comme ça, c'est comme ça, bon. Mais si on modifie l'un ici, l'autre change aussi. Oui. À une vitesse qui est supérieure à la vitesse de lumière. C'est ça le paradoxe. Puisqu'on n'a pas pu mesurer d'écart de temps entre les deux mesures. Exactement. Jamais. On a trouvé 0. On n'a pas pu On n'a pas pu mesurer. On n'a pas pu mesurer le temps écoulé entre les deux mesures. Ah ouais. Ou alors, quand on les mesure, c'est en dessous des incertitudes. Mais la vitesse est supérieure à celle de la lumière. Ah, largement. C'est instantané. Le phénomène est instantané. C'est vraiment une énigme complètement assurée. Alors, on parle des photons avec masse ou sans masse? Ils n'ont pas de masse, les photons. Ah non, mais le professeur Marshall va vous dire autre chose. Alors, ils ont une masse qui est très légère, qui est définie par le rayon de l'univers. Donc, c'est C'est compliqué. Christian a l'intention de dire quelque chose. On va peut-être quand même. Allez, viens. Rapidement. Viens. Je vais vous rappeler, pour changer un peu l'atmosphère, Ah ouais, oui. un événement historique. Max Planck, Viens là, viens là. Viens là. Voilà, je t'écoute. le Max Planck a eu une fin de vie absolument malheureuse. Plus fort. Son second fils était officier dans l'armée allemande et a pris part au complot du 20 juillet destiné à essayer de tuer Hitler. Hitler était, oui, Le fils de Macron. le fils de Macron, le deuxième fils de Macron. Hitler, fou de rage, a dit on va fusiller le félon, l'officier et on va le faire en présence de son père. Ouais. C'est horrible cette histoire, moi je la connaissais pas. Vous la connaissiez vous? Je ne connaissais pas. Un peu plus fort. Il a donné donc l'ordre d'aller chercher le vieux monsieur. Et demain matin. À l'époque, il était prix Nobel. Oui. En 1944, il était déjà très âgé. Et ce qui s'est passé, c'est que les SS qui étaient chargés d'aller chercher le vieux monsieur ont eu pitié. Ils ont prétexté un bombardement pour être en retard. Et il est arrivé après l'exécution de son fils. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ah bah c'est atroce. C'est impressionnant. Jusqu'où va la connerie humaine. Oui, mais alors, quel est l'impact de ça sur la C'est une Avant, autre histoire. rien à voir. C'est une autre histoire historique. Mais je suis quand même content d'aller l'avoir appris. C'est intéressant. Très intéressant. Je ne savais pas. Voilà. Non, Ah, mais c'est c'est impressionnant. pas très connu. Ça devrait être connu. D'accord, ça devrait être connu. Vous ne voulez pas intervenir sur ce qu'il venait de dire, sur ce que Non, non, Il y a- il y a un moyen de le présenter autrement.
Et là, on nage dans le paradoxe. Oui, dans le paradoxe. Juste une remarque, si je peux me permettre. Gérard, s'il te plaît, il y a déjà Jacques qui s'est inscrit. Hein. Jacques, si tu veux. Allez, Jacques. Ah oui, Alors, vas-y. d'abord, une petite remarque quand tu parlais d'état transitoire. Oui. Est-ce que tu veux dire que le chat, il se trouvait quelque part entre l'état vivant et l'état mort? Est-ce que c'est pas plutôt une sorte de superposition, d'états, c'est-à-dire quelque part à la fois vivant et mort? La réponse est difficile. Non, mais c'est formel. La réponse est difficile parce que ce n'est pas le but du tout de l'expérience de pensée de Schrödinger. C'était pas son objectif. Oui, L'objectif, c'est de présenter une analogie avec une difficulté expérimentale bien particulière à la physique quantique. oui. Quand un atome, par exemple, est en état de transition et qu'on veut savoir comment il est, il faut le capturer, et regarder comment il est. Mais quand on le capture, automatiquement l'atome se met dans un état stable. Autrement dit, ils ont une valeur propre. Autrement dit, on ne peut pas regarder un système physique en état de transition quantique. Ouais. C'est impossible. En fait, C'est ce que veut dire l'analogie Schrödinger, de la boîte fermée et aux parois opaques. Et est-ce qu'il n'y aurait pas eu une explication qui expliquerait tout ça? Si on dit que c'est l'univers tout entier qui se trouve dans un état de superposition de plusieurs états. Alors à ce moment-là, ça veut dire que, par exemple, dans l'expérience des particules qui partent dans des directions opposées, Oui. l'univers est dans un état de superposition avec la particule de gauche spin en haut et celle de droite spin en bas, et l'inverse. Alors, À là, gauche spin en bas et à droite spin en haut. ta question a un intérêt pédagogique qui me plaît beaucoup. Oui. Je vais dire pourquoi. Parce que c'est une chose que j'aurais dû dire. J'étais un petit peu perturbé tout à l'heure parce que je n'ai pas pu le dire. Voilà. Je veux dire que tant que l'on n'a pas capté un des deux photons, le système des deux photons est dans un état transitoire, justement. Bon. Il faut en capter un pour savoir comment ils sont. C'est une difficulté expérimentale insurmontable. Oui, ben, ça s'explique à ce moment-là. Si on est dans l'univers où le photon de gauche a le spin en haut, on va le capter et on va capter aussi à droite et on va trouver spin en bas. Et comme on est dans le même univers, on va communiquer le résultat. Je vais être un petit peu plus précis sur ce que tu viens de dire. Je vais être un petit peu plus précis. Première question. Quand on capture le premier photon, quelle est la probabilité que le spin soit plus 1 ou moins 1 Donc, il y aura un demi. 50%, 50%. Oui. Deuxième question. Une fois qu'on a capté le premier photon, 50%. que l'on sait... Attends, parce que c'est délicat. Une fois qu'on a capté le premier photon, que l'on sait que le spin est plus 1, Oui. quelle est la probabilité pour que le spin du deuxième photon, quand on capturera, sera aussi plus 1? Réponse 0. 100%. 0. Quelle est la probabilité pour que le même photon sur le spin opposé? Réponse 1, 100%. D'accord. Mais il n'y a pas de mystère C'est logique. là. Pour moi, il y en a un. Parce que- Écoutons Christian. Alors, C'est pas là. alors, dis-nous pourquoi c'est pas un mystère. Parce que moi, je... Parce que, bon, la réponse d'Einstein, c'était il y a des variables cachées qui sont communes. qui a été expérimentalement contredite. Oui, bon, d'accord, mais c'est pas là que. C'est dans l'expérience que l'on voit le paradoxe. Oui. Mais c'est pas dans le fait qu'on mesure sur deux photons simplement. Alors, l'épisode des variables cachées, c'est l'épisode EPR. Oui, bien sûr. Ça, c'est Einstein l'idée ou Rosen. Ça, c'est C'était l'idée de intéressant. De Broglie, Voilà. finalement. C'était une idée qui était dans plusieurs Qui a thèmes. été Celle de développée Broglie, par De oui, Broglie. tout à fait. Il y avait Schrödinger, je sais Voilà. qui était d'accord, mais c'était De Et Broglie. un dénommé Bell a démontré que si cette hypothèse était exacte, Oui. on devrait pouvoir expérimentalement comparer deux grandeurs. Je ne sais plus lesquelles que c'est. Oui, mais moi je le sais. Voilà. C'est ce qu'on appelle les inégalités de Bell. C'est ce qu'on appelle les inégalités de Bell. Ça, c'est un mathématicien. Alors, mais Bon, si on a vous avez réussi. 5 minutes, je peux le présenter. Oui, vas-y. oui, bah, bien. Il faut avoir des instruments de Stern et Gerard.
C'était plutôt un mathématicien. Bon, Christian, tu parles un peu plus fort parce que sinon on t'entend pas. D'accord. C'est toi parlant, tu verras. Dans l'espagnol de Stern-Gerhard, on a un champ magnétique, mettons vertical, et on fait passer des atomes dedans. Et on constate que la moitié descend, l'autre moitié monte. Bon, ça, c'est expérimental. Si on met le champ horizontal, il y a la moitié qui va à droite et l'autre moitié qui va à gauche. Mettons deux détecteurs l'un derrière l'autre. S'ils sont parallèles, alors un atome qui passe dans le premier et qui monte va aussi monter dans le second. J'ai pas compris. Toujours. Hein? J'ai pas compris ta définition. Un premier détecteur de Stern-Gerhard. Et on les met où les détecteurs? Juste après, l'un là et l'autre ici. Oui, d'accord. Bon. Sur les traces des faisceaux. J'envoie un bateau. Oui. Mettons qu'il monte. Eh bien, il monte encore. Et il ne va pas descendre dans le deuxième. Il va monter aussi dans le deuxième. Bon. Maintenant, le second détecteur, on le met incliné. Alors là, dans le passage dans le second détecteur, il se produit un phénomène analogue au premier. Une partie va être du côté incliné haut et l'autre du côté incliné bas. Mais il aura tendance à tourner le moins possible, si je veux dire. Bon, c'est la loi de Malus, 1 plus cosinus alpha sur 2. Donc, si par exemple, si c'est à 90 degrés, ils vont se retrouver moitié-moitié. Si c'est à 45 degrés, eh ben, il y en aura 85% qui tourneront seulement de 45 degrés et 15% qui tourneront de 135 degrés de l'autre côté. Alors, on s'est dit, ben, qu'est-ce qui va se passer dans le cas suivant? Si effectivement deux électrons intriqués se propagent, si on a un monte, l'autre descend, ça, on le constate à chaque fois. Mais si les détecteurs ne sont pas parallèles, si l'un est vertical et l'autre horizontal, il y a une détermination complète. La moitié vont monter, la moitié vont descendre, et ici la moitié ira à gauche, la moitié ira à droite, et là où c'est important de comprendre que les inégalités de Bell, c'est le cas où le détecteur de droite est à 45 degrés. Alors, on va constater la moitié va monter, la moitié va descendre, ici la moitié va aller en haut à droite, la moitié va aller en bas à gauche, mais il y a une corrélation entre les deux expériences. On va dire que 85% des cas, l'angle sera de 135 degrés, pardon, et seulement 15% un angle de 45 degrés. Je sais plus, ce que je comprends pas, ça dit 50-50 et maintenant c'est plus 50-50. Non, attention. Ça dépend de l'inclinaison du détecteur. Ah, comme ça ou comme l'un ça. vertical, l'autre horizontal. Ça dépend de l'inclinaison du détecteur. Mais s'il y en a un vertical et l'autre 45 degrés. Il y a un cosinus qui intervient dans le Voilà, cosinus. exactement. Et dans ce cas-là, ils auront tendance à faire un angle de 135 degrés avec la probabilité 85%. Bon. Alors, dit Bell, j'imagine. Bon, là, ça peut s'expliquer par des conditions de variables cachées. Et j'imagine que je mets à gauche un détecteur vertical et un autre horizontal un peu plus loin, et à droite, un détecteur à 45 degrés comme ceci, l'autre comme cela. Ah,
Là, je suis plus perdu. Je suis perdu. Bah, Je suis désolé, il n'y a pas de toi, Denis. Voilà, Christin explique l'origine des inégalités de Bell, ça vient de là. qui était le critère de vérification du Je vais faire les expériences suivantes. J'enverrai mes deux électrons, deux atomes intriqués, c'est pareil, en même temps, et je mettrai sous tension l'un des deux détecteurs, à droite comme à gauche. Hein? Comme ils sont toujours à 45 degrés les uns des autres, qu'ils soient vertical ou horizontal, les deux autres sont toujours à 45 degrés, eh bien on aura le partage 85%, 15%. Mais comment peut-on obtenir un tel résultat par la théorie des variables cachées? Hein? Est-ce que les deux atomes peuvent se mettre d'accord pour se dire qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils trouvent un détecteur? On suppose que les atomes sont au courant de l'expérience. Ah, bon, par un moyen ils se communiquent entre eux. Ouais. Via iPhone. iPhone. Ils peuvent se communiquer entre eux à condition de ne pas troubler la relativité générale, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se communiquer plus vite que la vitesse de la lumière. Ça ne peut être qu'à travers un monde invisible, en fait. On met les détecteurs en match, au choix, après leur départ, de façon à ce qu'ils ne puissent plus se communiquer. Et alors, dans ces conditions, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il dit, ben, si je tombe sur le vertical, j'irai en haut, et soit ben, tu diras en bas de préférence, soit à gauche, soit à droite, selon le détecteur que tu trouves. Donc dans ce cas-là, on aura bien un angle de 135 degrés. Et puis si je tombe sur le détecteur horizontal, j'irai à gauche, donc toi tu iras en bas à droite, si tu peux. Mais si tu ne peux pas, c'est dans l'autre détecteur. Autrement dit, par la méthode des variables cachées, on ne peut pas dépasser la proportion de 75% des cas favorables. Mais au lieu de 85. Le ratio de 2 sur 2, c'est ça? Oui. Alors, oui, c'est 1 plus ratio. Oui, voilà. Comme ça, vous faites votre mélange. Alors, on fait l'expérience. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et on constate que... C'est des gens de Dorsey qui ont fait les premiers. Oui. Comment il s'appelle? C'est après Bell, c'est Alain Aspect. Alain Aspect, voilà. Mais il y en a eu d'autres après. On fait l'expérience. Et on constate que si les détecteurs sont à quelques mètres, il n'y a pas de problème, c'est Niels Bohr qui a raison, c'est bien 85% et pas 75%. Alors on refait l'expérience sur des kilomètres et c'est toujours pareil. Donc il y a quelque chose qu'on n'explique pas et qui est absolument, c'est évident, quoi. Il y a un paradoxe. Ça ne peut pas s'expliquer par des variables cachées. Alors on peut s'expliquer ça par des transmissions plus rapides que la vitesse de la lumière, ou je ne sais pas, mais alors je peux dire un mot. Ça veut dire qu'en réalité, Einstein, De Broglie, Schrödinger avaient tort, et que Francis, sans s'en rendre compte, il était d'accord avec Einstein pour une fois. Et puis on se demande pour ça pourquoi il s'est énervé. Alors que moi je reconnais que ça avait tort. Énervé, c'est vraiment quelque chose qui le caractérise. Donc malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. On a tous essayé. Hein. Et depuis des années. Non, mais c'est vrai qu'au fond, c'est un chic type, mais c'est pas se tenir en société, quoi. C'est moi,